Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info, jour de fête nationale. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre chaîne, à moins que vous soyez allé directement sur la place du Palais. Quoi qu'il en soit, nous reviendrons bien sûr grandement sur ces célébrations, que ce soit en la cathédrale, dans la cour d'honneur ou sur la place du Palais. Nous vous ferons découvrir l'atmosphère et les coulisses de cette grande fête populaire. Nous recevrons le commandant supérieur de la force publique, le colonel Tony Varro. Il reviendra sur cette édition 2025. Le concert de la mairie organisé la veille des festivités, le groupe français de pop-punk Superbus était à l'espace Léo Ferré. Nous serons avec sa chanteuse que nous avons rencontrée pour l'enregistrement de l'émission musicale Backstage. Après les universités de Nice-Côte d'Azur et Aix-Marseille, c'est à présent à la prestigieuse faculté Panthéon-Assas à Paris de proposer le diplôme interuniversitaire de droit monégasque. Et enfin, la conférence de presse de présentation du prochain Vendée Globe 2028 s'est déroulée à Paris. Nous y étions. C'est le moment le plus important de l'année en principauté, l'occasion pour les Monégasques de communier, d'être au plus proche de la famille princière. Eh bien, revenons à présent sur les temps forts qui ont marqué cette fête nationale avec Sarah Inkari. Le premier temps fort se déroule comme chaque année aux alentours de 9h30 en la cathédrale de Monaco. Sur l'estrade en face, photographes locaux et internationaux scrutent l'arrivée du couple princier et en particulier celle de la princesse Charlène qui a opté pour un tailleur blanc. Les sœurs du souverain, son Altesse royale, la princesse de Hanovre et la princesse Stéphanie entrent ensuite dans l'édifice, rejoignant ambassadeurs, officiels et invités venus assister à la messe solennelle d'action de grâce avec Te Deum. Célébrée par Monseigneur Dominique-Marie David, elle représente le moment solennel de ce jour de communion nationale. Dans son homélie, l'archevêque souligne l'importance du respect des traditions, celles qui permettent au pays de se projeter vers l'avenir tout en incarnant sur la scène internationale un modèle de progrès et de modernité. La prière pour le souverain, chantée ici chaque dimanche, clôture cette première séquence empreinte d'émotion. Après l'office direction, la place du Palais Princier, où la foule se masse pour suivre sur écran géant la première cérémonie qui se déroule dans la cour d'honneur. Toute la famille princière est présente et les enfants princiers font leur apparition. Le prince héréditaire Jacques, en tenue de carabinier, et la princesse Gabriella en rouge. Dans ce décor chargé d'histoire, le prince remet les insignes de grade aux 31 militaires de la force publique promus dans l'année, l'ordre de Saint-Charles au grade de chevalier à 2 de ses carabiniers et un sapeur-pompier, ainsi que les médailles d'honneur et du travail à 16 personnels du palais. À l'extérieur, le ministre d'État remet à son tour les médailles d'honneur. Un 19 novembre particulier pour Christophe Mirmand puisqu'il s'agit de sa première fête nationale. Il est entré en fonction en juillet dernier. Après la garde républicaine en 2024, c'est une unité italienne qui est mise en avant cette année. La fanfare du 3e régiment des carabiniers de Lombardie interprète les airs les plus connus d'Italie. Un plaisir pour les nombreux Italiens présents qui représentent près de 20% de la population à Monaco. Après les défilés militaires des carabiniers, sapeurs-pompiers, hommes de la sûreté publique et de l'administration pénitentiaire, vient l'heure de la surprise de l'orchestre des carabiniers du Prince au souverain. La reprise dont n'a pas toujours 20 ans sonne comme un clin d'œil à ses 20 ans de règne. Moment tant attendu, les Monégasques et toutes celles et ceux qui portent les couleurs de Monaco dans leur cœur se rassemblent au pied du palais pour exprimer tout leur attachement au prince et à sa famille. Une foule unie qui rappelle combien l'identité monégasque reste profondément vivante. Il est depuis 7 ans maintenant le commandant supérieur de la force publique, après avoir passé 25 ans au sein du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, dont 10 années à sa tête. Pendant la cérémonie, il a évidemment une lourde charge sur ses épaules et il est avec nous. Colonel Tony Varro, bonsoir. Bonsoir. On l'a suivi en direct sur Monaco Info, mais vous l'avez vécu de l'intérieur. Comment s'est passée pour vous cette fête nationale ? A priori, je dirais l'ensemble des actions ont bien été réalisées. Il reste encore toujours des petits points de détail à travailler. Mais sinon, globalement, on a atteint nos objectifs. D'accord. Qu'est-ce que représente cette journée pour vous et pour vos hommes ?
C'est une journée importante parce qu'elle elle permet de montrer un petit peu certains savoir-faire, notamment chez les militaires, et en associant aussi la direction de la sûreté publique et l'administration de la pénitentiaire qui participe à nos côtés, notamment pour le défilé. C'est du travail, je dirais, individuel, collectif, pour que l'ensemble, effectivement, ne souffre aucune anomalie, aucun défaut. C'est un engagement permanent individuel de chacun. Et au niveau émotionnel, ça doit être un moment important aussi pour tous les carabiniers, les pompiers, les policiers. Tout à fait, parce que c'est le moment où en fait tout le monde les regarde, donc il y a une pression que chacun doit maîtriser, de manière à ce que cet événement, qui même est un événement national, qui est quand même enregistré et transmis partout, puisse montrer, je dirais, un certain savoir-faire en principauté, notamment dans l'organisation de cérémonies, et notamment plus de cérémonies militaires. Quelles sont les complexités pour vous, pour vos hommes, pour que cette fête nationale se déroule comme ça, sans accroc? La complexité, c'est qu'il faut déjà agréger, je dirais, des unités qui n'ont pas forcément l'habitude de prestations comme vous avez pu voir, défilés, ordre série, etc. Pour que l'ensemble paraisse toujours harmonieux et ne souffre d'aucun défaut, sinon c'est pas beau, et que l'ensemble soit bien coordonné sur les tempos. De manière à ce qu'il n'y ait pas de blanc, de manière à ce que effectivement l'ensemble puisse dérouler, je dirais, selon le programme qui a été établi, et pour que le prince souverain et sa famille puissent pouvoir, je dirais, participer, parce qu'ils y participent, et avoir une présentation la plus rigoureuse possible. Et vous-même, dans quel état d'esprit vous êtes au moment de célébrer cette fête? Il y a une forme de trac ou plus du tout avec les années? Alors, si j'avais pas de trac, je serais vraiment, je serais pas raisonnable et je vous mentirais. Non, il y a un trac, bien évidemment. La preuve en est, c'est que malgré les années, malgré les entraînements, il y a toujours des petits défauts qu'il faut savoir anticiper quand on l'on peut, et qu'il faut savoir à un moment donné essayer de passer au-dessus sans se faire perturber sur la prochaine phase. Si c'est toujours ce trac effectivement qui est un trac positif. Il ne doit pas envahir, et c'est un peu valable pour l'ensemble des militaires. S'il paralyse le militaire, c'est fini. Il va plus marcher au pas, et ça va être une catastrophe. Si le chef en plus il perd le fil, c'est une vraie catastrophe. Je ne pense pas que c'est ce qu'on a donné aujourd'hui. D'accord. Un mot sur la fanfare du 3e régiment de Carabinieri de Lombardie qui était présente cette année. Écoutez, nous on est ravis, c'est vraiment des professionnels, on l'a vu parce qu'on a eu très très peu de temps pour pouvoir, je dirais, travailler ensemble. Ça a été compliqué par rapport à leur disponibilité. On n'a eu qu'une seule répétition générale. Il a fallu les intégrer dans un dispositif et sur un site qu'ils ne connaissaient pas. Moi, ce que j'ai vu, c'était parfait. Et ça montre bien le professionnalisme de cette fanfare du 3e régiment de Lombardie, des carabiniers, qui a été vraiment au rendez-vous. Et puis il y a eu une petite surprise aussi pour le souverain à la fin en lien avec ses 20 ans d'événement. Exactement. C'était l'année de l'événement. Et je voulais absolument ne pas passer à côté. C'est pour ça qu'il n'était pas dans le programme, je dirais, annoncé, mais plutôt à un moment d'intimité, au moment de ce qu'on appelle les honneurs finaux. Et je m'étais... en fait, c'est lié lors des 20 ans, quand le prince souverain a prononcé son discours. Juste au début, il a entonné la chanson « On n'a pas toujours 20 ans ». Et ça, c'est ce qui m'a donné l'idée. Et de dire, tiens, on pourrait faire un petit clin d'œil pour la fête nationale 2025, en faisant ce rappel des 20 ans, sans en rajouter, puisque la clôture s'est faite le jour en juillet avec le prince souverain. Et les 25 ans est une année beaucoup plus importante, notamment dans une dynastie, donc elle verra, je dirais, certainement des manifestations beaucoup plus importantes. Quel moment, quel souvenir allez-vous garder de ces célébrations, là, de cette fête nationale 2025 ? Un seul souvenir, c'est difficile. Il y en a plein. Oui, mais c'est toujours, moi je le dis toujours, c'est toujours l'échange regard avec le prince souverain, sa famille, au tout début, dans la cour d'honneur. Ça reste des moments inoubliables et incroyables, puisque à ce moment-là, le stress disparaît. Donc je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi depuis que je suis ici, à chaque fois, et que ce soit des prises de commandement et que ce soit pour les fêtes nationales, l'arrivée du prince souverain qui arbore toujours un sourire, tout de suite ça met en confiance et après c'est parti. Ça pour moi c'est le plus beau souvenir, avec bien évidemment la présence de son Altesse Sérénissime la princesse Charlène, des enfants et de toute la famille. Ça donne du boost pour faire bien.
Tony Varro, merci de nous avoir fait part comme ça de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci Fabien, bonne soirée. C'était la ferveur sous les balcons du Palais Princier, mais aussi en coulisses où des petites mains se sont agitées pour que tout soit parfait et que cet événement soit une réussite. Théo Schumer et Hugo Comassa sont allés à leur rencontre. Pour vous, ils ont vécu cette cérémonie de l'intérieur. On remonte le temps, il est 8h30 à l'heure où je vous parle. Monaco se réveille doucement, la place du Palais Princier est encore vide. Dans 1 heure commenceront les festivités. Je vous emmène découvrir les coulisses, tout ce que vous n'avez pas vu en direct. Allez, suivez-moi. Il faut toute une équipe pour orchestrer un événement comme la Fête nationale monégasque. Ceux auxquels on ne prête pas toujours attention en vrai ou que l'on n'aperçoit pas à l'écran sont ceux sans qui rien ne serait pareil. Parmi les petites mains qui s'agitent derrière le décor, il y a celles des cadreurs, les caméramens, déployés partout sur le rocher pour capter tous les instants importants, comme avec cette caméra fixée au bout de cette grue qu'on appelle une gibbe. Bonjour Didier, alors dites-nous, quel est votre job, vous, derrière cette caméra, cette grue ? Alors, nous sommes 2 d'abord, je suis cadreur, il y a l'assistant, le machiniste, le chef machiniste, qui lui fait le mouvement du bras, et moi je fais le mouvement de la tête. Donc j'ai 2 mouvements, un mouvement de tilt vers le bas et un mouvement de panne sur le côté. Quelle est la complexité quand on travaille sur un direct de plusieurs heures ? Alors d'abord c'est d'être extrêmement concentré tout le temps, en permanence. Après, de bien écouter le réalisateur, de bien écouter ses ordres pour savoir ce qu'il veut et éventuellement devancer ses desiderata. Ça c'est une habitude qu'on a de travailler avec le même réalisateur, avec Jérôme Revon. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Vous avez l'image, maintenant il vous faut du son. Pour capter la cérémonie et le concert qui auront lieu plus tard sur la place du Palais, c'est sous cette tente que ça se passe, juste à côté de la statue de François Grimaldi. Vous vous êtes affecté au son ici sous la tente, la cellule de sonorisation, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors tout à fait, on est la société Mediacom et on s'occupe de la sonorisation pour la fête nationale. Donc ici on reçoit des micros sans fil qui servent à capter l'orchestre des Carabiniers du Prince, qu'on rentre dans la table de mixage, puis qui sont diffusés au haut-parleur pour le public. Il faut savoir que ces signaux sont aussi captés pour la télévision, puisqu'il y a une captation pour Monaco Info et pour toutes les télés. Il est presque 9h30, direction la cathédrale de Monaco, où la messe d'Action de Grâce s'apprête à démarrer. Le protocole est en place avec les carabiniers face à la presse qui n'attend plus que la famille princière. Juste devant la cathédrale, il y a aussi des monégasques bien sûr, mais pas seulement. Certains curieux venus d'ailleurs ont tenu à faire le déplacement, comme ce couple originaire de Menton. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici ce matin ? Écoutez, nous sommes à Menton depuis 6 ans. Donc c'est la première fois qu'on vient. Donc on a toujours entendu parler par les médias, par tout ça. Et donc on s'est dit aujourd'hui on va venir voir pour une fois, découvrir. Cette fête nationale vous impressionne ? Oui, c'est vrai. Beaucoup. Il est 9h40, la messe d'Action de Grâce vient de commencer. Maintenant, je vous emmène voir la régie. C'est le cœur battant du direct à la télévision, où sont traitées toutes les images diffusées à l'antenne. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le quart régie. 10 personnes travaillent ici de concert pour que le direct se passe dans les meilleures conditions possibles. Exprimer à notre prince souverain et à sa famille. Une multitude d'écrans, de boutons et surtout une concentration optimale en équipe sont nécessaires pour diriger ce grand navire. Allez, maintenant direction le marché de la Condamine. Le cœur de l'événement est sur le rocher, mais la fête ne s'arrête pas en bas. On prépare déjà de quoi régaler les papilles, à commencer par la distillerie de Monaco qui a apporté le best-of de ses produits. Qu'est-ce que vous avez apporté de la distillerie aujourd'hui ? Alors ici, on a les vrais produits de la distillerie de Monaco, fabriqués à la main, en principauté. Nous avons la nouveauté qui est le rhum, fabriqué avec une canne à sucre haïtienne. Première distillation à Haïti, deuxième distillation à Monaco, en collaboration avec le Palais de Monaco. On a nos chocolats fourrés avec nos liqueurs, donc gin avec chocolat blanc, caroube avec chocolat au lait et l'orangerie avec le chocolat fondant. Évidemment, tous les cadeaux de Noël ici, les coffrets, les marmelades et les liqueurs. Et puisque la période de Noël est officiellement ouverte, Philippe va préparer un vin chaud à l'orangerie, dégustation gratuite. Mais le best-seller de la fête nationale monégasque, c'est bien sûr le stockfish géant. Une fois n'est pas coutume, on connaît la recette, mais allez-y, redites-la nous. Alors la recette, c'est le vrai stockfish mouillé dans l'eau,
Donc c'est les pommes de terre, les poivrons, le stockfish, l'ail persillade et un peu d'amour. Voilà. On arrive à conclure avec la bonne goût, vrai goût de stockfish à la monégasque. Voilà. Et bon appétit! Et c'est sur la place du marché que s'achève cette déambulation dans les coulisses de la fête du Prince. Mais la fête continue ce mercredi soir dès 19h30 avec les animations musicales. En bref, tout le corps diplomatique qui était présent lors de cette cérémonie place du Palais s'est retrouvé à l'issue à l'hôtel Hermitage pour un déjeuner offert par la direction des relations diplomatiques et consulaires, un service qui dépend du département des relations extérieures et de la coopération internationale. Vous aviez peut-être la tête tournée vers le ciel hier au soir, vers 20h30, pour le traditionnel feu d'artifice, une façon en quelque sorte de marquer le début des célébrations. Et juste après le feu d'artifice, le traditionnel concert organisé par la mairie, après Nicoletta l'an passé, c'était au tour de Superbus de se produire à l'espace Léo Ferré. Superbus, créé il y a 26 ans avec à sa tête la chanteuse, autrice, compositrice Jennifer Ayache, qui n'est autre que la fille de Chantal Lobby, des Nuls. Nous l'avons rencontrée pour l'enregistrement de votre émission musicale Backstage. Je vous propose de regarder un extrait de l'entretien. Vous donnez un concert ici à Monaco, en plus pendant la période de la fête nationale. Qu'est-ce que vous inspire ce pays, la Côte d'Azur? Est-ce que c'est une zone que vous connaissez bien? Parce que votre maman a longtemps travaillé par exemple sur France 3 Côte d'Azur. Oui, et puis je suis née à Cannes, donc j'ai de la famille pas très loin. Monaco, c'est vrai que c'est pas une découverte donc. Non, c'est pas une découverte, j'y suis venue quelques fois. Et voilà, donc non, c'est ma région, quoi. Alors j'imagine qu'on doit forcément vous parler tout le temps de votre maman, Chantal Lobby. Un peu. Hein, ça vous ennuie ou pas? Ça vous casse les pieds? Non, bien sûr que non. Je suis très fière de ma maman. Je suis très. Il y a de quoi, c'est une légende ouais, pour un paquet de gens quand même. Donc non, je suis fière d'elle et je suis fière d'être sa fille, bien sûr. Bon, en tout cas, je ne vais pas en faire des tartines. Je voulais juste savoir si, au niveau musical ou artistique, votre maman vous a apporté quelque chose. Je pense qu'elle m'a influencée d'une certaine manière. En plus, les Nuls, pour moi, je voyais ça comme un groupe de rock, quoi. Ouais. C'est un groupe de rock punk, de l'humour qui dérangeait. Donc, c'est vrai que nous, on fait de la musique, mais finalement, c'est pas si différent. On est un groupe, voilà, je suis la seule fille aussi. Donc, ça se suit, c'est dans la lignée. Si cet extrait vous a plu, sachez que vous retrouverez sur Monaco Info Superbus dans l'émission Backstage avec l'intégralité de l'entretien, plus bien sûr du live le samedi 13 décembre à 21h. On referme cette page fête nationale. Après les universités de Nice, Côte d'Azur et Aix-Marseille, c'est à présent à la prestigieuse faculté Panthéon-Assas, à Paris, de proposer le diplôme interuniversitaire de droit monégasque. Alexandra Pani et Alex Avial ont assisté à la signature de ce partenariat en présence de Samuel Vuelta-Simon, le secrétaire d'État à la justice de la Principauté, et Stéphane Braconnier, le président de l'université Paris-Panthéon-Assas. Le fait que l'université Paris-Panthéon-Assas soit partie prenante à ce diplôme interuniversitaire, c'est l'aboutissement de relations très anciennes et très solides entre notre université et la Principauté. Mais c'est aussi le début de quelque chose, je crois, c'est-à-dire la contribution de notre université à la formation des jeunes monégasques, bien sûr, mais aussi des jeunes Français et même peut-être même d'autres nationalités au droit monégasque, qui, comme je le disais aussi tout à l'heure, est un droit qui est de plus en plus singulier par rapport au droit du pays voisin, de plus en plus spécifique, qui, comme les droits nationaux de beaucoup d'États en Europe et ailleurs, devient un droit de plus en plus complexe parce que les situations auxquelles il s'applique est de plus en plus complexe. Et donc le fait que l'université Paris-Panthéon-Assas, aux côtés de l'université Nice-Côte d'Azur et l'université d'Aix-Marseille, participe à ce processus de formation et de meilleure connaissance du droit monégasque, eh bien, je crois que c'est quelque chose de tout à fait important. Alors, le droit monégasque, c'est un droit particulier qui s'inspire beaucoup du droit français, bien entendu, mais qui a évolué différemment au fil du temps, et on a notre propre droit sur certains domaines. Il est important de susciter des vocations. Les jeunes étudiants qui viennent de l'université, de ces 3 universités notamment, monégasques, cette formation peut les amener à avoir une vision
beaucoup plus, je dirais, clair de ce qu'est le droit monégasque, des professions qu'ils peuvent y exercer, des statuts des uns et des autres, et puis de l'organisation de la justice de manière générale. Et je l'espère, nous l'espérons, c'est de les amener à passer le concours de la magistrature pour intégrer la magistrature à Monaco. Si ce n'est pas le concours de la magistrature, c'est peut-être celui d'avocat ou d'autres professions judiciaires ou en tout cas juridiques de la principauté. Ils viendront avec une base de connaissances sérieuse. À cette occasion, une deuxième convention a été signée entre l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires et la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Elle pose les bases d'un partenariat pour l'instant institutionnel et logistique entre l'éducation nationale et le seul centre de formation juridique existant à Monaco. L'annonce a été faite ce matin depuis Paris. La 11e édition du Vendée Globe s'élancera des Sables d'Olonne le 12 novembre 2028 à 13h02 précisément, avec peut-être une troisième participation de Boris Herman aux couleurs du Yacht Club de Monaco. Pour cette édition anniversaire, l'avis de course, c'est-à-dire le règlement de base, prévoit de nouvelles règles de qualification. Objectif, faire évoluer l'événement sportif vers plus de modernité tout en gardant son ADN. Justin Adel et Jérémy Henry étaient sur place pour suivre les annonces. 40 ans après sa création, le Vendée Globe va connaître une 11e édition avec de nombreux changements, notamment sur les qualifications. C'est ce qu'assure Alain Leboeuf à la tête de l'événement sportif et président du conseil départemental de la Vendée. On ne peut pas laisser n'importe quel marin partir faire le tour du monde. Il faudra donc que ce soit un marin expérimenté sur son bateau et qui ait pu faire une course en solitaire, arrivant en moins de 2 fois le temps du meilleur. Ça, ce sera le principe de la qualification pour faciliter aussi l'accès à un maximum, et en particulier ceux qui auraient des projets personnels. Je pense à Clarisse la dernière fois qui a eu un projet, je pense aussi à Charlie qui a eu un sujet de santé et beaucoup d'autres. Je pense aussi à ceux qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas être en permanence en Europe. Eh bien, il y aura simplement 9 temps qui seront pris en compte sur les 13 courses que les skippers pourront concourir. De nouvelles règles qui vont s'appliquer à tous les skippers. Ils seront au maximum 40 sur la ligne de départ en novembre 2028. Et s'ils sont plus nombreux à pouvoir se qualifier, il y aura une sélection. Les 37 premiers au classement général seront, eux, prioritaires. Ce qui a été annoncé aujourd'hui est le fruit d'un travail commun qui, effectivement, je pense, répond mieux aux problématiques qu'on a pu rencontrer dans le passé et enlève aussi un petit peu de pression sur les épaules des coureurs. Ça permet à chacun d'exprimer ses choix et notamment des choix de construction de saison et donc des choix stratégiques un petit peu. Ouais. L'Everest des mers s'élancera depuis les Sables d'Olonne, comme le veut la tradition. Une commune qui tente d'allier événements sportifs international, infrastructures et respect de l'environnement. Sur chaque édition, on essaye d'améliorer parce que les mentalités évoluent. On a vu la dernière fois qu'on a offert une expérience de mobilité avec des parkings en périphérie, avec un système de navettes et des navettes à hydrogène. On va continuer à travailler sur les animations, sur une culture. Les Sablés sont fiers d'accueillir les touristes qui viennent, les supporters pour le Vendée Globe. Donc oui, à chaque fois, on améliore. Autre mesure qui concerne le prix remporté par le vainqueur, lui aussi, évolue avec une augmentation de 200 000 €. Celui qui succédera à Charlie Dalin, vainqueur de la précédente édition, recevra la somme d'1 million d'euros après plus de 60 jours en mer, en solitaire. Ce journal touche à sa fin. Avant cela, les photos du jour sont consacrées bien sûr à la cérémonie de la Fête nationale 2025. Ce sont des clichés pris par Manuel Vitali et Stéphane Dana. Suivi d'un point sur l'éphéméride avec Sarah Nkari. On se retrouve demain, jeudi 20 novembre à 19h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.
Bonsoir à tous. Et bien malgré le ciel menaçant, nous sommes passés entre les gouttes aujourd'hui pour la fête du Prince. Demain, pas de risque de pluie, un ciel tout de même nuageux, en particulier dans l'après-midi. Côté température, ça va nettement se rafraîchir dans les jours à venir. 7 degrés attendus ce jeudi matin, 12 au meilleur de la journée. Et ce sera encore quelques degrés de moins vendredi. Nous y reviendrons. Nous fêterons ce 20 novembre la Saint-Edmond, un prénom devenu rare chez nous, mais encore très en vogue dans les pays anglophones. Belle soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.